Salut Lirza. Salut Agatha. Ça va? Ça va bien, oui, ce matin. J'ai bu un très très bon café. Et toi? Ça va pas mal. Moi, je suis en train de boire un très très bon café, qui est le tien, merci, et une très très bonne tisane. C'est vrai. Une gorgée de chaque côté. Bienvenue chez les Poissons sans bicyclette. Bienvenue. Aujourd'hui, nous ne sommes pas que toutes les deux, Lirza. Nous avons une invitée qui est You. Bonjour You. Bonjour. Unique. Bienvenue au Poissons sans bicyclette. Merci beaucoup. Alors You, tu as 42 ans. Voilà. Tu es pianiste architecte, comme Oui. tu aimes à te définir. Voilà. Plutôt qu'architecte pianiste, c'était très clair pour toi. Tu es maman de 2 enfants qui ont... Presque 10 et presque 4. Et Je suis chinoise. Vous avez tu oublié. Ah, mais tu es chinoise, on a oublié. Et puis, on oublie aussi une chose importante, c'est que tu es en train de participer à un concours de piano qui s'appelle Lavo Classique et que tu as été retenue en demi-finale. Tout à fait. Bravo. Merci beaucoup. You, tu es là aujourd'hui, premièrement parce qu'on est collègues. Et on est assises l'une en face de l'autre. Et en fait, je vais plutôt raconter l'anecdote et ensuite faire le fil rouge qu'on va suivre pour l'épisode. Moi, je suis toujours un peu réticente de parler du podcast aux gens parce que je sais que le féminisme est un sujet pas évident. Et des fois, je prends des remarques qui me font pas du tout du bien. Toi, je te connaissais peu, donc je t'en avais pas parlé parce que voilà, je le fais pas. Et un jour, tu as fait une blague et tu as dit ma fille m'a demandé maman, c'est quoi le féminisme? Oui, elle a vu ça sur le journal. Ouais. Et toi, tu lui as dit Ça veut dire que c'est les femmes qui décident. ouais, et puis moi j'ai trop rigolé avec ça. Et du coup, je t'ai donné un marque-page du podcast et on a suivi une discussion entre nous que j'ai trouvée très intéressante et on va en plus en parler après. Pour moi, c'était une expérience un peu réparatrice de discuter avec des gens qui se définissent pas a priori féministes, mais qui accueillent mon féminisme avec tellement de bienveillance et curiosité que ça m'a fait vraiment du bien. D'accord. Et je me suis dit que ce serait très intéressant de faire un épisode et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Le but, ce sera de parler de comment les femmes qui ne se définissent pas comme féministes, comment elles accueillent le féminisme, comment elles peuvent se comporter envers les féministes, en fait. Et on va utiliser ça comme terrain pour parler de mécanismes de défense en général, pour parler de activisme ou pas. Et on va parler, en fait, de comment on peut intérioriser certaines choses liées à la binarité de genre et à quoi c'est dû. Par exemple, moi, j'ai longtemps intériorisé plein de choses négatives en fait sur les femmes parce que j'ai subi cette éducation-là. Et toi, tu es très surprenante à cet égard. On va en parler après. Oui. Et à la fin, on va clore sur comment on peut accueillir plusieurs luttes activistes, même si on les incarne pas forcément. Comment finalement on incarne des luttes féministes sans mettre de titre de féministe dessus. Aussi, c'est une autre manière de poser la chose. En Ok. effet. Parfait. J'ai vu l'ordre du jour. Donc la première fois qu'on a discuté de ça, je t'ai donné un marque-page du podcast et tu m'as dit moi je ne suis pas féministe. Et moi j'ai dit ok, enfin c'est pas grave, je te donne le marque-page. Et après ce qui est marrant c'est que on a suivi toute une discussion où t'avais plein de réflexions et observations que moi je qualifierais clairement de féministes. Ouais. Donc est-ce que tu peux juste nous expliquer pourquoi tu te définissais pas comme féministe? Parce que je participe jamais aux manifestations. Ouais. Et puis voilà, je pense que c'est la raison principale. Et du coup, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire être féministe? C'est-à-dire on doit être active, on doit défendre les intérêts de façon ouverte, Ouais. et on doit, on va descendre dans la rue et puis on doit se réclamer comme féministe. Alors, avant de te rencontrer, je me suis pas rendu compte que je suis féministe en fait. Ouais. Tout Oui, pour toi, simplement. le féminisme, en fait, c'était le militantisme. Tout à fait. Et du coup, maintenant, tu te définis comme féministe? Oui. Et c'est assez intéressant, je trouve, parce que nous, dans notre épisode tête-à-tête, on s'est étalé sur c'est quoi être féministe. Et puis toi, t'avais un truc intéressant, tu disais le point de départ, c'est la conscience. Oui, c'était la conscience des inégalités, que le point de départ pour être féministe, homme ou femme d'ailleurs, le sujet de notre autre épisode, c'est sur les hommes féministes, mais pour les femmes aussi, c'est la conscience des inégalités, en fait. C'est sûr que je suis consciente de cette inégalité. Surtout la inégalité, ça existe partout dans la vie quotidienne. Voilà, moi je suis étrangère, donc je vois très bien cette inégalité entre les gens locaux et les étrangers, entre les jeunes et les vieux. Entre les enfants et les grands, pour moi, ça, de toute façon, l'égalité n'existe pas, donc voilà. Moi, c'est marrant parce que là, tu parles et tu dis genre, elle disait, je suis pas féministe. Moi, ça me fait rire. Mais du coup, là, j'aimerais parler de mon expérience réparatrice, c'est que, et on en a déjà parlé dans ce podcast, dans l'épisode notamment Not All Men, vraiment, avec Coraline, c'est qu'en général, quand tu dis aux gens que t'es féministe, tu prends beaucoup d'agressivité dans la gueule. Et c'est difficile. Et moi, ce que j'ai trouvé vraiment trop beau avec toi, c'est que t'as dit, ah ouais, ok, t'as un podcast et tout, et t'as posé une question qui était pleine de bienveillance et curiosité, et après, t'as dit quelque chose qui était ultra lucide, j'ai trouvé. Tu m'as dit,
Simplement, mais toi, comment ça se fait que t'es féministe? Enfin, vraiment, c'est la question de base, en fait. Ça vient d'où? Et j'ai expliqué, en fait, un truc que j'ai déjà expliqué au podcast, que quand j'avais 20 ans et quelques, j'ai remarqué que tous mes amis mecs ne m'écoutaient pas vraiment quand je parlais. Et là, tu sens dans tes tripes qu'il y a quelque chose qui va pas. Genre, pourquoi on m'écoute pas quand je parle de politique ou de trucs? Et là, tu m'as regardé et tu m'as dit, ah, c'est marrant, ça revient vraiment à qu'est-ce qu'on a appris à trouver normal, en fait. Le problème principal de la définition, en fait, que tu donnes du féminisme, de ce truc qu'en fait, on n'est pas conscient que l'égalité n'existe pas, c'est parce qu'on a appris à trouver ça normal. On a appris à trouver normal de tout subir en tant que femme, de tout faire à la maison, de bosser moins, d'avoir moins de responsabilités au travail, tout ça. Et c'est le problème principal d'une espèce de gaslighting sociétal où tout le monde trouve ça normal. Et quand tu commences à trouver ça pas normal, et puis que tu deviens féministe ou une autre lutte, et c'est là que commence l'activisme. Et j'ai trouvé ça monstrueux-lucide de ta part, en fait, tout de suite. Merci. En fait, quand tu dis que tu veux pas t'afficher comme féministe quotidiennement, en fait, c'est un peu comme moi. Je veux pas dire que je suis chinoise quotidiennement. Ouais. Parce que dès que tu dis t'es chinoise, bah, tu sais, la Chine a tout des images qui sont pas tellement bien devant les gens. Bah, souvent en séance, par exemple, on dit, ah bah, on va pas acheter des meubles chinois, on va pas acheter des photovoltaïques chinois, tu vois. Alors moi, je suis chinoise et je vais pas rentrer dans la discussion, ça m'énerve, mais je rentre pas en discussion, parce que de toute façon, souvent des vieux architectes et qui sortent ça comme c'était normal. Et puis sûrement aussi, j'étais pas là, ça surprend personne. Et puis les gens, ils se rendent pas compte. Puis voilà, il y en a qui sont bienveillants, d'autres qui ignorent. Je pense pas que c'est vraiment une provocation. Non, c'est des racismes intégrés. Exactement, ils se rendent même pas compte. Et puis à ce moment-là, je sais pas si je prends le temps de lui dire si cela. Qu'en Chine, on fabrique aussi des choses de qualité. Que de toute façon, vous fabriquez plus rien. Mais voilà, mais je vais pas rentrer dans ces discussions-là, sinon je m'en sors plus de ma journée. Tout dans le cadre du travail. Et toi, Lirza, ça t'arrive de passer sur une remarque sexiste en séance et tu dis pas eh oh coucou, je suis féministe, c'est blessant ce que vous faites? Ou je suis une femme, tout simplement? Ça m'est déjà arrivé dans le passé. Après, j'ai réalisé que pendant des semaines, je ruminais ça dans ma tête et qu'en fait, ça m'avait fait du mal de rien dire. Et du coup, maintenant, j'essaye de dire. C'est pas toujours facile parce que des fois, on est figé. On va plus en parler après de ces mécanismes de défense, en fait. Mais la dernière fois que j'ai en tête que j'ai dit quelque chose, c'était sexiste et agiste. C'est que j'étais en séance avec 2 hommes qui sont beaucoup plus âgés que moi et qui me parlaient de moi comme si j'avais 16 ans, en fait. Alors que j'en ai 35, tu vois, genre je suis quand même une femme adulte, voilà. Ils ont tellement dit non mais les jeunes que ça commençait à devenir infantilisant et vraiment on se fout un peu de ma gueule. Et je leur ai dit les gars, j'ai pas 16 ans là. Et ça m'a fait du bien parce qu'ils se sont repris un petit peu. Donc ça m'a fait du bien. Mais moi j'ai réalisé que... Et c'est un mécanisme qu'en fait quand je dis rien, ça me tue pendant des semaines. Et ça me fait du mal, du coup. J'ai eu un exemple comme ça en séance, justement, avec une très grosse séance. On était 18. Et puis un des associés qui était là de cette agence d'architecture, qui est une grosse agence lausannoise. Et puis ils venaient nous présenter des matériaux et des produits. Et ils sont venus avec des panneaux photovoltaïques. Et l'associé de cette boîte d'architecture se lève pour faire passer les échantillons dans la séance. Vu qu'on est 18 et qu'il y avait des objets un peu encombrants, il se lève pour nous les présenter. Et il dit... Je vais faire l'hôtesse. Et là, je lui ai dit, non, vous allez faire l'hôte parce que vous n'avez pas besoin de devenir une femme pour nous servir. Et en fait, c'est impossible pour moi, je me rends compte. Je ne peux pas taire ce genre de voix parce que justement, sinon, après, j'ai l'impression de m'être fait une entorse, quoi. Alors moi, c'est l'envers. Ouais, toi, vas-y. Si je le dis... Après, parce que tu sens la réaction des gens. Je pense que la majorité des gens, ils réagissent pas en se posant la question, mais se disent « Oh là là, cette nana, elle est compliquée. » Voilà, après, tu fais un croix sur la personne, puis point barre. Ça te gêne, en fait, que la personne puisse se dire que t'es compliquée? Non, ça me gêne pas. D'ailleurs, je pense que je suis compliquée. Mais ça me gêne quand je sens qu'ils se moquent de moi. Moi, je comprends ça. Ce truc de sentir que ton message passe pas du tout et ça sert juste à te coller une étiquette dessus, en fait. Ouais, t'es devenue la chiante. Oui, t'as pas réussi à faire réfléchir la personne, c'est juste... Exactement, de faire réfléchir un con, c'est vraiment difficile. Oui, alors moi j'avoue peut-être très naïvement qu'au cours de cette séance, j'ai eu l'impression qu'il a réalisé que ce qu'il avait dit était très déplacé. Peut-être. Tu crois? Par rapport à ce que tu dis, moi, pour éviter ce truc où je suis juste la chieuse, quoi, ou la trop sensible, bah tu te rends dans des gymnastiques impossibles de dire les choses fermement, mais quand même en blague et quand même en souriant pour pas être trop agressive. Enfin, on doit faire un jeu diplomatique qui est tellement délicat pour peut-être faire réfléchir des gens. Où je travaillais avant dans un milieu professionnel privé, il y avait une entreprise qui était venue nous présenter ses produits en revient en photovoltaïque. Ces produits photovoltaïques, puis... Les photovoltaïques, c'est décidément, la source de tout.
c'est le Tous sujet du jour. produits en Chine. Exactement. Et le gars, c'est un vendeur. Enfin, tu vois, bref. Et il nous explique qu'il y a une application où tu peux checker n'importe où t'es, ou la production de tes panneaux chez toi, en fait. Et il dit, par exemple, vous êtes au restaurant, c'est à la fin du repas, madame va aux toilettes, vous payez la facture. Et vous pouvez checker la production, quoi. Donc, déjà, le gars, il gère, bien sûr, la maison, la production de la maison, pas le ménage, on est d'accord. Et c'est lui qui paye la facture. Et j'avais trouvé ça tellement déplacé, puis j'avais rien dit. Et encore aujourd'hui, j'ai le fantasme de lever la main et de lui dire, j'ai une question concernant l'application. Est-ce que ça marche si c'est la femme qui paye l'addition ? C'est ça que je rêve de dire, en fait. Mais tu vois, c'est aussi un calcul de comment rendre ça drôle, mais dire quand même ce que tu vis, et pas faire genre, t'es un gros con. Ouais. Mais du coup, moi, je comprends ce que tu dis. Vous avez quand même plus confiance aux gens, d'intelligence ou bien d'ouverture l'esprit des gens. Comme moi. En tout cas, je suis déjà complètement pessimiste sur des gens qui peuvent sortir de ce genre de choses et que je me sens pas nécessaire de perdre de l'énergie pour lui voilà, dire que ça peut être autrement. Pour toi, c'est irrattrapable. Il y a aucun moyen de s'améliorer. C'est-à-dire, ces gens-là, souvent, ils sont vieux déjà. Hein. Ils sortent du marché assez vite. Pas du tout. C'est vrai. Moi, j'ai des exemples de quarantenaires, de trentenaires qui disent ce genre de trucs. Ah ouais. Moi, j'ai les contre-exemples dans les deux cas. Oui. Ouais. J'ai un gars des CFF, je suis allée sur son LinkedIn vérifié, il a 29 ans. Il m'a écrit un mail, bonjour mademoiselle. Ah oui, le fameux. Le fameux. Et le gars, il a 29 ans, quoi. D'où t'écris bonjour mademoiselle dans un truc professionnel. Ça a fait tous les journaux. Il y a 10 ans, on dit plus mademoiselle. C'est un truc sexiste dans un mail professionnel. Moi, ça m'a choqué. Du coup, je lui ai expliqué qu'on ne dit pas ça, puis il s'est excusé. Donc, on peut dire, que toi, t'as un point de vue pessimiste, en fait, sur l'évolution possible des gens. Exactement. Alors, je crois un peu à l'évolution, tu sais, le truc de Darwin, qui est un peu naturel. C'est-à-dire, ceux qui sont plus intelligents, plus compétents, ils survivent. J'en sais rien. Ceux qui ont des visions un peu tordues, qui sont pas très intelligents, ils se éliminent automatiquement. Mais pourquoi ? Comment ? Je sais pas. Et c'est très intéressant que tu parles de ça parce que sur France Culture, ils ont interviewé un monsieur, je crois, dont le nom m'échappe maintenant, mais qui racontait qu'il y avait une contre-théorie à Darwin, parce que la théorie de Darwin, c'est une théorie de l'évolution et qui dit que la nature gomme justement les imperfections et s'améliore. Et lui, il avait une contre-théorie qui disait non mais regardez les girafes. Les girafes, c'est l'animal le plus absurde qui existe, elle est vraiment mal conçue, un cou trop long qui la rend fragile, qui fait qu'elle a un tout petit cerveau parce qu'il faut pas qu'elle ait une tête trop grosse parce que sinon c'est trop lourd pour le cou, le cœur est trop faible pour pouvoir pomper, donc des fois quand elle court, elle meurt. Et en plus, elle ne sait pas s'allonger, donc elle accouche en position debout. Et donc, il y a je ne sais plus quel pourcentage de girafons qui, en tombant, meurent. Donc, c'est vraiment une des espèces qui montre que dans ce cas-là, le darwinisme fait pas très bien son job. Et du coup, ce qui était intéressant, c'était de dire, au lieu de dire la nature gomme les imperfections, lui, il disait la nature s'en branle. En fait, elle s'en fout. Je veux pas nourrir ton pessimisme. C'est un peu pour dire les êtres très imparfaits continuent à exister pendant très longtemps. En discutant avec toi, moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir par rapport au mécanisme de protection, parce que j'y ai beaucoup réfléchi moi-même à cause de crises d'angoisse assez puissantes que je faisais. J'ai appris à comprendre un peu comment je fonctionne pour mieux me protéger aussi. Mais du coup, j'ai trouvé, moi, intéressant, parce que quand tu m'as dit, moi, je suis pas féministe, mais tu m'as dit, moi, je trouve ça trop bien que des féministes existent. Oui. Je suis paresseuse, je fais rien, et puis j'attends que les autres Et ça aussi, c'était trop réparateur pour moi, parce que d'habitude, on me dit, genre, tu rêves, t'imagines des trucs, ça sert à rien d'être féministe. Toi, t'étais vraiment genre, non, c'est super que t'existes. Est-ce que tu veux déjà dire 2 mots là-dessus ? En fait, finalement, comme tu dis, c'est quand même grâce à des féministes ou des gens qui réfléchissent aux imperfections de la société que les choses avancent. Mais moi, j'ai pas cette énergie. Toi, comment tu te protèges, du coup ? En fait, je dis rien. En fait, même de manière générale, je dis rien quand quelqu'un dit quelque chose qui me plaît pas, jusqu'à que ça arrive à certains seuils, et puis je vire cette personne de ma vie. Ou tu te barres d'une situation, non ? Enfin, tu démissionnes c'est d'un ça, job. donc ça veut dire que je vire d'une façon ou l'autre. Ok, ouais. Je peux prendre un exemple avec mon père. C'est peut-être l'exemple le plus dramatique. Mon père, c'est quelqu'un qui est un artiste, peintre. Donc, il a toujours vécu une vie pour lui-même. Donc, c'est quelqu'un qui est dans son monde. Et puis, après le décès de ma mère, il a recomposé une famille. On a perdu contact pendant une année. Après, quand je l'ai retrouvé, il était marié et tout. Il a une autre vie.
Et puis en fait, tout ça, ça me rend triste, bien sûr. Surtout après le décès de ma mère, que j'ai besoin de quand même quelqu'un qui me soutient. Parce que j'ai pas de frères et sœurs, comme en Chine, c'est les enfants uniques. Donc ça me rend triste, mais je continue à garder contact, je continue à le voir et tout. Et jusqu'à tout récemment, donc je suis rentrée en Chine dernièrement en janvier. Et puis là, je dis, bon voilà, maintenant c'est fini. Je veux plus lui parler. Mais c'est un truc, même si je me force, je peux plus le faire. Tu vois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont plus de contact avec les parents ou qui ont la même situation que moi, mais qui se posent des questions. Est-ce que c'est juste? Est-ce que je dois faire encore un effort? Est-ce que je dois faire ceci? Est-ce que je dois faire cela? En fait, je me suis rendu compte, je me suis jamais posé ces questions. Jusqu'à le moment où j'ai plus envie. Voilà, j'ai pas envie trop de réfléchir, en fait. Et le fait d'en parler, de nous en parler là maintenant, ça... Enfin, tu te sens complètement au clair avec cette décision. Ouais, mais c'est aussi parce que je me sauve, sinon je suis toujours dans un état, tu vois. Je vais pas commencer à lui dire, mais papa, tu sais, t'as fait ceci, cela, c'était pas gentil avec moi. Même mon père, j'ai pas envie de révéler qu'est-ce qu'il a fait pour me faire mal. Donc imagine, en séance, quelqu'un me parlait des photovoltaïques chinois, je vais pas commencer à le corriger, parce que j'ai pas envie. C'est fou. Ouais, non mais c'est pas fou. Est-ce que c'est parce que c'est trop douloureux en fait de rentrer là-dedans? C'est trop compliqué? Parce que j'ai pas envie de me perdre du temps avec ces trucs. Tu vois, j'ai autre chose à faire, qui sont tellement sympas dans la vie, que perdre du temps à envoyer des messages ou l'appeler pour lui expliquer et tout, tu vois... Voilà. Est-ce que tu aurais un autre exemple plus, entre guillemets, banal ou de la vie de tous les jours, ou d'un travail ou d'une situation vraiment chiante qui était pas OK pour toi et t'as dit, tu sais quoi, je me barre? Ouais, c'est-à-dire chaque fois quand dans les postes de travail aussi, souvent on a des conflits avec les hiérarchies ou bien avec le contenu de travail, peu importe. C'est vrai que j'ai jamais essayé de rentrer avec la discussion avec les RH, machin quoi. Que ça me plaît pas, je m'en vais quoi. Mais d'ailleurs, Lirza, par rapport au mécanisme de défense, toi, t'avais quelque chose à dire là-dessus, non? Ouais, ça me fait trop du bien de te sentir intéressée par rapport à ce que j'ai à dire. C'était trop bien. C'était bien? Oui, mais d'ailleurs, Lirza, merci beaucoup, est-ce Agatha. que tu pourrais nous faire part de ta science? Merci de me regarder vraiment dans les yeux et d'être intéressée par rapport à ce que j'ai à dire. J'adore. Je bois tes paroles. C'était super. Non, j'aimerais bien en parler parce que j'en ai déjà parlé dans un autre épisode, mais moi, dû à plein de choses, mais entre autres au fait que je prends conscience des agressions sexistes, j'ai vécu des angoisses assez fortes. Et ce qui m'a, entre autres, aidé à passer au-delà, c'est de prendre conscience de mes mécanismes de défense personnels, mais aussi de juste des mécanismes de défense qui existent pour mieux comprendre ce qui se passe dans mon corps. Moi, j'ai vu vraiment un lien direct entre angoisse, protection, patriarcat, sexisme. J'ai appris qu'on a un système autonome qui réagit tout seul, en fait, et qu'il a 3 phases. Je sais pas si je dis ça juste, les psys qui écoutaient, ne me faites pas chier. C'est lié au système du nerf vagal. Quand t'es safe, et ça se passe plutôt le nerf dans le ventre, je crois, et t'es safe, t'es contente, tout va bien. Après, quand tu es en agression, c'est le fight or flight, donc tu te bats ou tu te casses. Et ça, c'est quand tu te mets dans un état comme si tu es en train de courir, en fait. Quand tout d'un coup, tu es assise et tu as le cœur qui bat à 200 à l'heure, tu as de la peine à respirer, tout ça, c'est vraiment un état comme si tu cours et c'est parce qu'en fait, ton corps te dit « t'es en danger, casse-toi ». Et ça, c'est vraiment des trucs qui datent de quand on était encore, on devait fuir des dangers pour notre vie tous les jours, en fait. Ouais, les tigres qui nous courent derrière. Exactement. Donc en fait, soit tu cours, soit tu sprintes, soit tu te bats. Mais dans les deux cas, ton système autonome met en surmarche ton système cardio-pulmonaire. Ton système digestif travaille plus du tout parce qu'il n'est pas nécessaire à ce moment-là. Et c'est comme ça aussi qu'on peut dérégler la digestion. Et après, il y a le mécanisme de l'immobilisation. C'est le play dead, c'est faire genre t'es morte. C'est aussi un mécanisme de défense. Et c'est quand tu freezes, en fait, quand tu fais plus rien. Et en fait, c'est quand tu freezes, j'ai lu, c'est là que le traumatisme s'inscrit, en fait. Parce que quand le danger a été tellement puissant que tu as été immobilisé, soit par la force de quelque chose d'extérieur, par exemple, je sais pas, une voiture dessus ou une autre personne qui t'agresse, soit par tes propres mécanismes de défense, que tout d'un coup tu freezes, c'est là que tu deviens traumatisé. Et récemment, j'ai appris aussi un 4e mécanisme de défense, fawn en anglais, F-A-W-N, qui se traduit soumission en fait en français, c'est qu'en fait tu te soumets, tu te protèges, ton cerveau te protège et ton corps te protège en te disant la situation elle est parfaitement ok, c'est normal que tu subisses ça, du coup tu te soumets pour te protéger. Exactement, ça je pense que c'est beaucoup de gens, mais c'est pas mon cas. Et oui, et puis en fait je trouvais du coup important d'en parler pour plusieurs raisons. La première, c'est que tu as dit, moi j'aime bien qu'il y ait des gens qui se battent parce que ça avance la cause. Je trouvais ça important de dire, par exemple, moi je me bats souvent, pas toujours, mais souvent je me bats, et c'est pas parce que je suis une héros, mais parce que tel est mon mécanisme de défense en fait. Moi, je suis dans le fight or flight et j'ai besoin de dire quelque chose parce que quand je le dis pas, il y a un truc de l'ordre du traumatisme qui s'inscrit. Et ça me tracasse. Et du coup, c'est un mécanisme de défense. Je pense que c'est très important de réaliser ça pour
plein de raisons. Une des raisons, c'est par exemple, c'est que récemment qu'on commence à démystifier ce mécanisme de sidération, parce que souvent on disait aux femmes, tu t'es fait violer, c'était pas un viol parce que tu t'es pas battue, mais parce qu'on connaissait mal le mécanisme de freeze, en fait, que les femmes deviennent sidérées, ou les gens, en fait, qui subissent un viol deviennent sidérés, peuvent pas se battre. C'est un mécanisme de défense, mais c'est un viol quand même. Mais ça, c'est l'exemple vraiment flagrant et puissant. Mais c'est quand même tous les jours. Ces mécanismes, c'est quelque chose qui... On fait le choix du mécanisme de manière naturelle, ou bien c'est, comme on dit, c'est l'influence de l'extérieur pendant l'environnement de vie qu'on a, l'expérience de l'enfance et tout ça, ou c'est quelque chose d'inné qui est... Voilà. Ouais, je pense, comme d'habitude, c'est très compliqué de mettre la limite, qu'est-ce qui est inné, qu'est-ce qui est acquis, mais c'est aussi beaucoup lié à comment tu as été éduqué, comment tes parents ou les gens avec qui tu as grandi, comment eux, ils étaient régulés. Si c'est des gens qui sont mal régulés, qui sont tout le temps dans le fight or flight, tu auras tendance aussi à être aussi dans le fight or flight pour te synchroniser avec eux. Il y a aussi la question des violences que tu as pu subir dans ton enfance qui induisent ensuite ta façon de réagir aux situations. Exactement. Et puis, en fait, par contre, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de savoir que tu peux prendre conscience de ton mécanisme. Moi, j'ai commencé à faire ça. J'ai le radar, en fait, me dire, attends, là, j'ai mon cœur qui bat. Là, il y a un truc qui s'est passé, mais qui a fait que ça va pas du tout. Et si je réfléchis, il y a certainement une remarque qui a été dite ou quelque chose qui a été fait qui je me suis sentie agressée, en fait. Et tu prends conscience de ça et tu peux faire de système autonome ton ami, on appelle ça, pour mieux te gérer. Et moi, pour répondre à ta question avant, en fait, je pense que pour plein de raisons, mais entre autres, de prendre conscience des violences sexistes. Du coup, tu les remarques tous les jours, donc tu es dans un cercle vicieux, parce que plus tu en prends conscience, plus tu les vois, plus tu les subis, parce que plus tu les dénormalises. Et moi, j'étais tout le temps sous attaque, en fait. La moindre remarque, le moindre truc, moi, j'avais le cœur assez violent, et tout d'un coup, t'es au cinéma, t'as ton cœur qui bat, t'arrives pas à respirer, t'es là, mais genre, qu'est-ce qui m'arrive ? Et t'es là, est-ce que je fais une crise cardiaque quand tu sais pas ce qui t'arrive, en fait ? En ce moment, avec l'actualité qu'on vit, avec de nombreuses femmes qui dénoncent des agressions qu'elles ont subies, et puis souvent, c'est un argument qui revient sur elles ont pas dit non. Et par rapport à ce que tu dis, je pense que c'est très important que ce soit entendu qu'un des mécanismes de défense, c'est de ne rien faire ou de se soumettre, et que c'est pas parce que tu te soumets que t'es OK pour ce qui est en train de se passer. Ça, c'est hyper important. Et je pense que c'est important dans un premier temps de parler de ça pour humaniser tout le monde. Par contre, et c'est là que je vais revenir à toi, là où ça devient difficile, et c'est là que pour moi c'est trop dur à vivre, c'est que quand t'as tellement besoin de te protéger et de croire que tout va bien, que du coup ta solution c'est d'attaquer les féministes, parce que du coup, elles pètent ta bulle, là, tu deviens nocive. Moi, c'est là que ça me fait mal, et c'est là que je suis à cran, et c'est là que j'ai pas envie de parler de mon féminisme, et c'est là que j'ai trouvé trop rafraîchissant ton approche. Parce que toi, t'étais là, en fait. Moi, je me protège. Mais je trouve ça super que les féministes existent. Non, mais je pense que c'est important d'en parler, parce que moi, je connais pas d'autres gens comme toi, en fait. Il y a quand même trop de pression sur les femmes vis-à-vis de la famille et les enfants. Clairement. Ouais, et puis ça, je sais pas si les femmes sont soumises ou quoi, mais il y en a beaucoup qui le considèrent comme une évidence. Mais moi, ce que j'aimerais beaucoup comprendre, c'est comment toi, t'as intégré toutes ces évidences, enfin, comment c'est aussi évident pour toi ? Parce que j'illustre ma question. Moi, par exemple, j'ai décidé de ne pas allaiter mes enfants. Je trouvais que mon corps avait assez subi, j'avais donné 9 mois de ma vie, 2 fois, ça suffisait. Et puis j'avais besoin aussi que le père prenne 50% du job. Et qu'il n'y ait pas ce truc où il n'y a que moi qui suis en charge de nourrir l'enfant et tout. Donc c'était vraiment un choix politique, c'était aussi un choix physique en fait. Et j'étais très contente avec ça, jusqu'au moment où je suis arrivée à la maternité et on m'a rappelé. Tous les jours, toutes les sages-femmes, tout le monde m'a donné des tisanes pour les montées de lait alors que je répétais à tout le monde que je ne souhaitais pas allaiter. Et ça a été très très dur pour moi. Et en fait, malgré le fait que mon choix était délibéré, mûrement réfléchi, etc., j'ai douté. Je me suis retrouvée dans une situation où je me suis dit je suis une mauvaise mère, je ne fais pas ce qu'il faut. Et j'ai trouvé ça horrible parce que je me suis rendu compte que je n'étais pas tout à fait libérée de ces injonctions-là et qu'en fait, elles me faisaient souffrir. Et du coup, quand je t'entends parler, moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir comment... Toi, tu peux être aussi droite dans tes bottes, quoi. C'est inspirant. Non, mais c'est vrai. Parce que vrai que je voulais pas allaiter le deuxième. J'ai décidé de ne pas allaiter. Alors, je prenais l'exemple de l'allaitement juste pour dire que je trouve que ce qui est inspirant chez toi, c'est ta certitude par rapport à la libération des femmes. J'ai l'impression que tu ne te sens pas obligée vis-à-vis de tes enfants. Quand tu as envie de faire des choses pour toi, tu les fais sans te poser de questions. Exactement. Donc j'aimerais que tu me racontes ça. Tu as aussi un exemple, toi aussi, par rapport à la maternité. Oui, parce que mon fils est né pendant la période Covid. Il était un néonat et tout. Puis au bout d'un moment, je trouvais que s'il n'y a personne, je peux rentrer. Et toi, tu voulais pas l'allaiter ? Ah, je voulais pas l'allaiter. D'ailleurs, personne ne lui donnait à manger parce que tout le monde dit qu'il fouille la laite. Et puis, en fait, quand je sors de salle d'accouchement,
bah, t'étais un peu dans les vapes, tu vois, t'étais pas bien, et puis on te fout l'enfant contre ton sein, allez, la lettre, là. Mon fils avait très très faim d'ailleurs. Il allait à fond. Et puis il avait la température basse et tout, donc on l'a mis dans le néonat. Puis après, tous les soirs, on me l'amène en disant il faut l'allaiter. Je lui dis non, je veux pas l'allaiter. Donne-lui quelque chose à manger. Ouais. Et puis visiblement, on lui donne pas parce qu'on dit que on lui donne pas suffisamment parce qu'il faut qu'il a faim et il tète. Puis du coup, j'ai décidé de partir. Donc je l'ai pris dans le chariot avec ma bagage et tout. Je suis descendue, j'ai laissé le chariot au concierge. Puis j'étais partie. Mais comment toi, tu subis pas ces injonctions? Comment tu dis plutôt fuck you au chuve et tu dis pas ah non, je suis une mauvaise mère? Comment ça se fait en fait? Ouais, c'est ça qui est. Toi, t'arrives, à partir du moment où ta décision elle est prise, de ne pas vaciller. Moi, je trouve ça hyper inspirant. En fait, j'ai envie que tu me donnes des conseils. Parce que moi, je suis d'accord avec toi sur le fond, sur le fait que c'est ton choix et qu'il t'appartient, c'est ton corps, tu fais ce que tu veux. Sauf que je suis incapable d'être totalement assez au clair avec cette décision pour ne jamais me questionner. Mais en fait, je me pose pas la question est-ce que c'est une décision juste ou pas. Je me demande juste qu'est-ce que moi j'ai envie et puis je trouve que j'ai le droit de faire ce que j'ai envie. Mais ça, c'est incroyable. Moi, j'entends aucune femme dire ça. On est toutes en train de... Enfin, je suis désolée, je parle pour toutes, mais toutes les femmes que je connais, je parle pour moi surtout, on met beaucoup trop les besoins et les envies des autres en avant. Exactement. Des fois, on s'efface entièrement, ou même si on s'efface pas, on est dans l'équation, mais à un pourcentage réduit, voilà. Mais moi, c'est un travail, encore une fois, psy, pour affirmer ce que je veux, ce dont j'ai envie, ce qu'il me faut, et apprendre à dire, en fait, des fois, c'est ce que je veux. Et je suis désolée, c'est pas contre les autres, mais je m'en fous là des besoins des autres. Alors que toi, même quand t'es maman, où c'est le moment où tous les yeux du patriarcat sont sur toi, toi t'es là, fuck you guys, moi, je veux pas allaiter. Ouais, c'est inspirant comme tu dis. Enfin, Aussi loin que tu te souviennes, t'as toujours suivi tes envies ou pas ? Ou est-ce que t'as l'impression que c'est apparu à un moment ? Parce que je suis désolée, j'insiste sur cette question, mais pour moi c'est tellement fascinant que je peux pas te laisser partir sans nous avoir donné ton secret. Bah, si je reviens sur la troisième femme qui m'a élevée, donc c'est ma mère. Alors ma mère, c'est quelqu'un qui est très traditionnel aussi. Elle est médecin, mais elle fait tout à la maison, donc elle doit faire tout dedans et dehors. Mais peut-être le fait que, en fait, pendant mon enfance, en fait, il y a personne qui est vraiment attentive à ce que j'ai besoin. Tout le monde s'en fiche. Bah du coup, il faut bien que je me fais plaisir. Peut-être, je sais pas. De nouveau, je me suis pas posé cette question. Et moi, je pense c'est fascinant aussi pour une autre raison, et c'est important parce que tu es une femme, comme tu as dit au début, pas militante, pas activiste, mais tu montres les bénéfices personnel que tu peux avoir en tant que femme en prenant conscience des inégalités. Parce que quand tu as conscience des inégalités, tu peux t'en protéger aussi. Tout à fait. Et moi, ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup et qui me blesse beaucoup parce que, à cause du patriarcat, à cause de ce qu'on subit, les femmes, on s'est perdues nous-mêmes, on se met pas en avant, on met toujours les besoins des autres en avant, c'est souvent les besoins des hommes en avant et des enfants avant, et puis souvent, c'est même les besoins du fils en avant que la fille. Enfin, il y a des études qui le montrent. Et du coup, moi, en tant que femme, quand j'ai des amies femmes, par exemple, ou même avec ma famille où il y a des femmes, c'est horrible parce que je sais que je suis pas leur priorité. Parce que le mécanisme est tel que n'importe quelle femme s'est perdue, s'est effacée, et quand elle s'efface elle-même, elle efface également les femmes autour d'elle, et puis c'est, tu vois, il y a une hiérarchie de valeurs, et ça fait du mal à tout le monde. Donc en fait, au-delà d'être politique, même avant d'être politique, avant d'être militante, il faut commencer par soi, il faut commencer par l'intime. Exactement. On parle souvent de l'intime et du politique, il faut commencer par l'intime. Et je trouve que toi, dans l'intime, t'as fait ce truc, mais vraiment, tu te protèges. En te protégeant, tu te valorises. Et je trouve ça juste inspirant. Et je trouve que ça, je pense que ça peut être inspirant pour plein de femmes, ou sans aller gueuler dans la rue le 14 juin, de se dire, attends, est-ce que je mets assez en avant mes besoins ? Je propose qu'on prenne une pause, pendant laquelle on va écouter You jouer Pathétique de Beethoven. Oui, 3e mouvement. Et on revient, et j'aimerais bien que tu nous racontes une autre anecdote au CHUV. C'est pas une anecdote, c'est une histoire.
retour de notre interlude musical avec ce morceau incroyable. Merci You pour l'écoute. Avec plaisir. On va relancer avec le sujet, si tu es d'accord, de nous raconter une expérience que tu as vécue récemment, assez délicate, qui implique une maladie. Alors, j'ai eu un cancer d'ovaire il y a 2 ans. Et puis, c'était découvert un peu en urgence parce que j'avais très mal, donc j'étais allée aux urgences. Dans un premier temps, j'étais allée chez mon généraliste, mais comme le généraliste ne connaît rien des gynécos, du coup, j'étais allée en urgence. Ils ont découvert une torsion ovarienne, donc ils ont enlevé en urgence l'ovaire. Et après, il fait des analyses de cet ovaire systématiquement après, et puis il découvre que c'est un cancer. Et en fait, le cancer de l'ovaire sont très agressifs. J'avais regardé sur Internet, dès qu'on te dit que tu as un cancer, tu commences à... C'est pas le truc qu'il faut faire, regarder sur Internet, mais tu le refaire. Je me souviens toujours, 70% de cas, tu meurs dans 1 année. Oh wow. J'étais là, oh la merde. Et puis finalement, j'ai eu de la chance, c'était un cancer très gentil. Il est resté gentiment dans l'ovaire qui était affecté. Mais la suggestion des médecins, et qui est selon ce qu'il appelle le guideline, il faut tout l'enlever. Tout, c'est-à-dire l'utérus ? L'utérus, l'autre ovaire et tout. Et puis, je vais pas en vie parce que je me considère encore jeune. Et puis, en fait, je fais confiance à mes organes. Peut-être que je leur fais trop confiance. Mais je sais pas pourquoi, j'ai cette envie de ne pas les enlever. Et puis, c'était vraiment des discussions rudes avec les médecins qui considèrent que c'est pas très responsable de ma part de vouloir faire ça parce que il s'agit de sauver ma vie. Donc, avant l'opération, il fallait décider qu'est-ce qu'ils vont faire parce qu'il doit de toute façon rouvrir pour voir où en est le cancer. Ok, donc une deuxième opération était de toute façon sûre. Parce qu'il doit faire des biopsies, il doit tester. Mais la question, c'est de savoir si la deuxième opération, il m'enlève le tout. Pourquoi il trouve que je ne suis pas très responsable vis-à-vis de mon corps ? C'est que de toute façon, quand tu as ce genre de problème, la première question qu'on te pose, c'est que si tu as des enfants. Si tu n'as pas d'enfants, ils sont d'accord de garder ton utérus. Et si tu as déjà des enfants et que tu dis non, j'ai plus envie d'avoir des enfants, à quoi ça sert ton utérus ? C'est incroyable. Ouais. Ça, c'est évident. Donc, c'est même dans leur guideline. C'est que les femmes sont tellement faites pour faire des enfants que, en fait, leur survie est moins importante si elles n'ont pas eu d'enfants. C'est plus important qu'elles puissent encore faire des enfants plutôt que de suivre la même directive. C'est incroyable. Ils considèrent que c'est légitime pour une femme qui n'ont pas eu d'enfants de vouloir garder l'utérus. Et pas une femme qui a déjà fait des enfants et qui n'ont plus envie de troisième. C'est ça, on la dépossède de son corps en fait. L'utérus ne sert qu'à faire des enfants. Exactement. On m'a dit que ce cancer d'ovaire, on ne sait pas comment évoluer parce que c'est un cancer très rare. Il y en a 1 ou 2 cas en Suisse chaque année. Après, j'ai lu que tous les cancers d'ovaire sont assez rares parce qu'on ne fait pas d'études dessus. Hein. Ouais. À quoi ça sert de sauver la moitié de la population ? Surtout la moins bonne moitié. Exactement. Donc toi, t'as l'impression qu'on dit que c'est rare, mais simplement parce qu'on n'a pas assez étudié le truc, donc c'est rare parce qu'on n'a pas d'infos. C'est les deux. C'est-à-dire, forcément, c'est pas un cas typique. Heureusement, parce que sinon, je serais peut-être déjà mort. Donc, c'était un cancer gentil. Et puis, deuxièmement, c'est parce que c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'études dessus. Ça, c'est sûr qu'on a peu de connaissances sur les cancers des femmes, hein, tout ce qui est gynécologique. Je ne veux pas cracher sur l'oncologie gynécologique de CHUV, mais il y a des professeurs très très savants. Celui qui m'a pris en main, il est vraiment très bien. Mais il y en a plein qui n'ont juste rien à foutre, même s'ils sont médecins de ça. Par cette expérience, j'ai connu pas mal de femmes qui ont même situation, qui ont discuté un peu des maladies, des trucs comme ça, et qui disaient qu'elle ne se sentait pas bien après son opération, son traitement et tout. Et puis elle parle à son médecin, et un jour le médecin lui dit « Mais vous avez peur de quoi ?» Puis elle dit « Mais j'ai peur de mourir. » Imagine. Peur de quoi ? Ouais, c'était un peu bizarre comme question, comme si un problème gynécologique, c'est pas grave, suffit de tout l'enlever. Si on l'enlève tout, il n'y a plus de problème. Puis dans mon cas, c'était comme l'allaitement, il fallait que je l'enlève. Et puis au début, on m'a pas donné le choix parce que tu as toujours le contact avec les médecins assistants qui te racontent tout selon le guideline. Oui. Donc on te dit t'es obligé. Et puis quand ce genre de moment, tout ce que tu as envie, c'est de survivre. Même si on te dit d'enlever ton bras, ta tête, tu le fais, quoi. Je veux dire, t'as envie de vivre. Et puis donc j'ai signé le consentement pour tout l'enlever. Mais j'ai bien senti que j'avais pas vraiment envie. Je demandais d'avoir un entretien avec le professeur, le plus grand chef. Hein. Et donc la veille de l'opération, je l'ai vu. Puis il m'a dit tout un truc, mais je comprends rien de toute façon médicalement. Et puis à la fin, je lui ai dit, mais si c'est votre fille, vous lui dites de l'enlever ou pas ? Il dit non. Je dis, alors c'est fait. Pourquoi moi, je dois suivre le guideline et tout ? Puis il me dit, ouais, parce que si c'est ma fille, je assumerai une meilleure suivi
Parce que souvent, quand tu as un cancer, au bout de peut-être 2-3 ans, tu es encore dans le chou, tu as envie de te faire vérifier et tout. Au bout d'un moment, tu oublies cette histoire, tu n'as plus envie de te faire contrôler. Visiblement, c'est un truc qui peut revenir, mais à long terme. Tu vois, à 8-10 ans, que tu te souviens déjà plus, tu t'en fiches. Hein. Mais quand il m'a dit ça, je dis, je veux plus l'enlever. Et donc, j'étais très tôt attendue dans le couloir devant la salle d'opération. Et le mec, il est venu, l'assistant qui doit prendre en charge de moi, il est venu avec la feuille de consentement que j'ai signée, qui me dit, alors madame, on va vous enlever l'autre lovaire. Je dis non. L'autre trompe? Je dis non. L'utérus? Je dis non. Puis il m'a regardé en disant, ah si vous êtes là, il faut bien qu'on vous enlève quelque chose. Ça c'est drôle quand même. Vous pouvez me couper les ongles. Et puis on continue à me poser la question si je veux de nouveau avoir des enfants. Comme si c'était la seule raison pour garder mon utérus. Et ils m'ont mis déjà dans la salle d'attente, ils m'ont mis le masque sur le visage. Et j'étais très excitée parce que je veux absolument que le médecin sache que je veux pas l'enlever le tout. Ah oui, parce qu'en plus il y a ce consentement signé, donc... C'est ça, donc ils m'ont mis le masque. Et je dis non, je veux pas m'anesthésie, parce que c'est pas la première fois que j'ai l'opération, hein, je connais le processus. Et ils m'ont dit non, c'est pas pour vous anesthésie, c'est pour vous détendre. Parce que pour eux, le fait que je fais ce genre de demande, c'est parce que je suis excitée, parce que je suis stressée. T'es pas en possession de tes moyens, Exactement. Tu dois être folle. Hormonale. Exactement. Et puis, donc, j'ai tenu le coup, même si j'étais un peu dans les vapes déjà. Moi, tu m'as raconté qu'on t'a dit c'est pour te détendre et t'as dit je veux pas être détendue. Ouais, je veux pas être détendue, donc j'ai arraché le masque moi-même en attendant que le professeur arrive. Et puis, je dis, mais vous me faites rien, vous me touchez pas avant que je discute avec lui. Donc, le professeur a quand même fini par passer. Et puis, je lui ai dit clairement que je veux pas tout l'enlever. Et puis, il dit, d'accord, c'est le risque que vous prenez. Et puis, voilà. Mais c'est un professeur qui est très bien. Et après, quand je me suis réveillée, la seule chose que je veux savoir, la première chose que je veux savoir, est-ce qu'ils ont quand même enlevé les toutes? Parce que vu que cette confusion entre ce que j'ai signé, la décision dernière minute et tout. Et puis je redemandais qu'est-ce qu'ils ont fait. Et puis l'infirmière me disait, ah ouais, c'est vrai que le professeur m'a dit quelque chose, mais j'ai rien compris. Puis je dis, dis donc, c'est top. Puis on me repose la question, vous avez gardé l'utérus, c'est pour avoir des enfants? Mais c'est incroyable. Moi, j'ai quand même une question parce que quand on te propose, on te dit, c'est ça la procédure, donc on enlève tout l'appareil génital interne. Est-ce qu'on te parle un peu des conséquences? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, physiquement, pour la suite, de ne plus avoir tout ça? Ah bien sûr, il te dit que tu seras dans ménopause. Voilà. Après, moi, je n'ai pas pris cette décision à la légère. En fait, ce que le médecin m'a dit, c'est que je posais la question, est-ce que le fait de l'enlever le tout réduit le risque de récidive à 0? On m'a dit non. Il m'a dit des pourcentages, mais je me souviens plus, genre... Mais ils savent pas combien non plus. C'est quoi, 6%, les machins, et 2%. Okay. Bon, ces pourcentages, je veux dire... Est-ce qu'on sait dans 10 ans le risque d'avoir un cancer de soi-même? Personne sait. Pour moi, c'est des trucs qui sont pas évidents. Après, je me dis parfois, est-ce que c'est justement au risque de ma vie ou est-ce que c'est une décision sage à force d'être harcelée par les médecins en permanence. Après, ils m'ont fait plein de biopsies et puis fait le lavage, enlevé un truc qui s'appelle grand épiplomb. La chance que j'ai, c'est qu'ils ont trouvé de cellules de cancer nulle part. Et puis le jour que j'ai fait mon recontrôle après l'opération, l'enfirmière me dit vous avez raison de ne pas l'enlever toute. Merci de me le dire maintenant. Merci de reconnaître. Donc j'avais raison de faire confiance à mon corps. Mais bon, je sais pas si c'est une bonne... Peut-être je regretterais, hein, dans 10 ans, quand j'aurai une récidive dans l'utérus, peut-être je regretterais. La chose qui est la plus évidente, c'est de dire, est-ce qu'une femme a le droit de garder son utérus et son ovaire si elle a plus envie d'avoir un enfant? Parce que c'est ton corps, en fait. Enfin, moi, c'est ça que j'avais retenu de ton histoire et qui m'inspire et qui me questionne beaucoup aussi. C'est notre corps, c'est tout ce qu'on a. Moi, j'ai vécu c'est vraiment complètement autre chose, moins grave. Je suis allée chez l'orthodontiste pour l'alignement des dents et j'avais un alignement léger à faire. Je suis toujours en train de le faire. Et le gars, il m'a proposé en plein jour, à midi, comme ça, il m'a dit, en fait, pour avoir un alignement un peu plus parfait et que ce soit nickel, on vous fait l'extraction de 2 dents prémolaires, 2 dents qui sont parfaitement saines, tout va bien, en fait, pour vous aligner les dents. Et moi, j'étais ultra choquée quand on me propose d'extraire 2 dents qui sont saines, en fait. Et j'ai dit non, parce que j'ai lu des articles et j'ai été sensibilisée récemment par rapport aux dentistes qui proposent trop facilement des choses trop invasives et qu'on n'a pas l'habitude avec le dentiste de demander un deuxième avis parce que c'est moins une situation où on risque notre vie, quoi, comme voilà. Et j'avais lu une phrase dans cet article qui m'avait trop touchée, qui disait « Faut jamais enlever à la légère de la matière humaine ». Et ça m'avait trop réfléchir. J'étais là, en fait, c'est vrai que notre corps, c'est tout ce qu'on a. Donc, en effet, on peut enlever une dent et en mettre une fausse, on a plein de technologies, mais ce sera jamais ma dent. Ma dent, je l'ai eu une fois et c'est la mienne, en fait. Évidemment que j'ai pas fait l'extraction des dents pour aligner mes fucking dents. Et quand je t'avais raconté cette histoire, tu m'avais dit « Ah, mais si t'étais un homme, on t'aurait jamais proposé ça ».
Et je pense que t'as raison. Je pense qu'on considère que les femmes, enfin c'est normal qu'elles fassent plus de sacrifices pour la beauté, entre guillemets. Ouais. Donc je fais toute cette parenthèse pour dire que moi, avec mon anecdote beaucoup plus légère que la tienne sur les dents, je me suis questionnée vraiment sur que mon corps, finalement, c'est beaucoup qui je suis. Et en effet, enlever tout un organe qui est responsable de beaucoup de régulation hormonale, de beaucoup de choses de qui tu es, en fait, c'est peut-être un peu même tabou de dire ça, parce que je dis pas qu'on est notre utérus. Et je suis pas non plus dans un penchant philosophique complètement matérialiste, mais on accorde beaucoup d'importance au cerveau, à notre tête, mais notre corps, on a tendance à l'oublier. Ouais. Et moi, j'ai trouvé méga intéressant que tu dises, je sais pas à quoi ça sert, que je le garde, mais c'est mon corps. Puis juste, You, avant que je te redonne la parole, j'aimerais clarifier quelque chose pour éviter un malentendu que j'aimerais pas qu'il arrive. C'est que quand je parle de... Voilà, c'est notre corps et qu'il faut pas enlever la matière humaine de manière légère et que cette matière-là constitue aussi qui on est, je dis ça en dehors de toute considération liée à des chirurgies d'affirmation de genre, par exemple, ou même liée à des considérations de personnes trans. Au podcast, on est 100% trans inclusif. Je suis pas du tout en train de dire que c'est l'utérus qui fait la femme ou d'essentialiser comme ça les femmes et les personnes, en fait, simplement. J'aimerais juste pas mélanger les choses parce que quand je parle du fait de décider avec caution quelle matière du corps on enlève, je vais justement dans le sens de l'autonomie corporelle, de pas être dépossédé de son corps. Et ça va dans le sens des personnes trans aussi. Et de plein d'autres sujets, en fait, l'autonomie corporelle, c'est quelque chose qui est essentiel, quoi. Donc, on part de l'utérus parce que tel est ton sujet, et il y a des considérations spécifiques à l'utérus, mais on pourrait avoir ce discours par rapport à d'autres parties du corps, simplement de pas en être dépossédé. Mais vraiment, encore une fois, j'aimerais pas mélanger ça avec la question trans qui m'est très chère et que je soutiens complètement. Ouais, mais après, je me pose la question, est-ce que je le garde parce que je considère que le perdre, ça, c'est un défaut pour moi. Pourquoi ça serait un défaut pour moi? Pourquoi je veux pas tomber dans la ménopause? Parce qu'il y a trop d'images négatives des femmes en ménopause. Je me suis dit, c'est peut-être pour ça que si on m'a dit, ouais, la ménopause, c'est génial, t'auras plus tes règles, hormonalement, tu seras plus stable, t'as plus de variations... Je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres qualités, mais si c'est ça qu'on met en avant, ou bien de dire que c'est une période comme une autre, c'est comme si on fait pas ce lien entre ménopause et un défi de la vie féminine, un défi, bah, peut-être j'aurais pris la décision autrement, mais j'en sais rien. Donc toi, tu as la sensation que c'est plus la ménopause précoce qui t'a fait prendre la décision ? Plus que le fait qu'on te prive d'une partie de ton corps, même si t'en profites pas tous les jours en lui faisant des petits coucous, mais qu'il a le mérite d'être là et qui fait partie de toi, quoi. C'est-à-dire, il y a un peu des deux. Moi, je suis par principe pas envie de me séparer des choses de mon corps, même si j'en ai séparé plein. Ils m'ont enlevé comment ça s'appelle, le vésicule. Mais tu vois, là, c'est quand même, ne fais pas de l'enlever le tout, c'est quand même une décision qui peut risquer ma vie. Moi, je trouve ça quand même beau que tu prennes des responsabilités et tu prennes des décisions en connaissance de cause. C'est comme ça qu'on est vivant aussi. Enfin, je veux pas tourner la discussion existentielle, mais je veux dire, on risque... Je pense qu'on vit dans une société où la santé est tellement mise en avant et la mort est poussée loin, loin, loin. Et moi, je trouve ça quelque part beau de se dire, il y a le risque, mais moi, je protège mon corps. Il y a quelque chose que je trouve beau. Moi, je voudrais quand même juste faire une petite aparté par rapport au sujet qu'on est en train de discuter, qui est un sujet hyper délicat parce qu'évidemment, il implique la question de la santé et que l'objectif de tout ce récit, c'est pas de dire refuser ce que les médecins disent. Exactement. L'objectif, je pense, c'est vraiment d'une part d'être capable de dire non, je veux un deuxième avis ou je veux qu'on m'explique, je veux comprendre. C'est pas parce que c'est le médecin qui dit qu'il a raison sur tous les points. C'est ça un peu ce dont on est en train de parler. Et bien sûr que toi, tu as pris une décision qui était éclairée avec un certain nombre de statistiques dont tu as décidé. Oui, j'ai quand même réfléchi. C'est pas juste une envie comme ça. Et je pense que c'est important de le dire, quoi. C'est pas que les médecins sont des charlatans et qu'ils veulent tout nous enlever à l'intérieur. C'est juste savoir défendre ses droits, comprendre ce qui est en train de se passer, quels sont les mécanismes sous-jacents de la décision qui est prise, pourquoi ce protocole est fait comme ça, et puis de pouvoir prendre des décisions de façon éclairée et en accord avec soi-même, en mesurant les risques. C'est ça. Moi, je trouve que tout ça, quand même, je trouve ça choquant, la connaissance sur les maladies gynécologiques. On dit que tous les médicaments sont testés que sur les mecs, parce que les femmes ont des cycles, ils peuvent avoir d'autres symptômes et tout, qui ne sont pas liés aux médicaments. Mais ma foi, c'est la moitié de la population qui va subir ces mêmes médicaments. Et dans le traitement, tu vois par exemple les cancers des seins, on commence à dire il y a tout un truc esthétique après à considérer parce que voilà, les femmes ont besoin des seins.
Mais comme l'utérus et machin, ça se voit pas, ma foi, à quoi ça sert? Oui. Et je reviens vite fait sur la question trans, mais pousser les femmes qui ont eu un cancer du sein à faire de la chirurgie esthétique pour rétablir leur sein esthétiquement. D'ailleurs, c'est une chirurgie d'affirmation de genre, mais qu'on le fait à gogo quand il s'agit d'affirmer le genre des personnes cis. Mais ça, c'est encore parenthèse sur la société cis, quoi. C'est quand même incroyable quand tu apprends effectivement que les médicaments ne sont testés que sur les hommes parce que ça obligerait de faire des études beaucoup plus poussées qui tiendraient compte des cycles des femmes pour vérifier. Mais du coup, on n'a aucune idée de ce que ça crée hormonalement. Ça me fait penser pendant la période Covid. Il y a les vaccins qui ont commencé à sortir. Ils ont été récriés pour plein d'effets secondaires. Il y avait plein de choses, plein de personnes qui mettaient en doute, qui étaient inquiète des effets secondaires. D'un coup, on a découvert qu'un des effets secondaires, mais qui a été plutôt véhiculé par les réseaux et par la communication, c'était le retard dans les règles, les cycles qui partaient dans tous les sens, parce que justement, personne n'avait vérifié ça. Exactement. Moi, je me suis retrouvée avec un cycle totalement anarchique, après avoir fait ma première dose de vaccin. Et en fait, personne ne me l'avait dit. J'ai découvert sur les réseaux sociaux, parce que des femmes disaient « Attention, il se passe un truc avec votre cycle ». C'est quand même incroyable de ne pas du tout considérer les femmes et la façon dont leur corps va réagir avec leurs particularités dans la prise de n'importe quel médicament. Tu vois, c'est quand même bizarre que médicalement, on considère que les femmes, c'est une petite sous-catégorie de l'ensemble, alors on est le moitié. Mais c'est ça que, pour peut-être revenir à la boucle, enfin au début de la boucle, moi c'est ça que je trouve intéressant dans cette histoire et je voulais que tu le racontes, c'est que c'est là en fait à quel point ça peut être bénéfique pour les femmes, en fait de prendre conscience des inégalités. Ouais. Tu te protèges mieux en fait en faisant ça. Oui, je suis complètement d'accord, c'est vraiment un des enjeux de cette discussion, c'est que tu te proclames féministe ou pas, l'important c'est que tu comprennes et que tu aies un regard juste sur le monde qui t'entoure de façon à te protéger au mieux finalement. Peu importe le titre. Oui, et puis peu importe est-ce que c'est... Parce qu'il y a une égalité, il n'y a pas que les hommes-femmes, il y a toutes sortes. Bien entendu. Donc, de ne pas considérer que c'est normal. Ah oui, il y a plein d'inégalités qui se croisent. Au début, tu as parlé aussi de la xénophobie que tu remarques en Suisse, évidemment. On avait parlé ensemble, Agatha, mais de ce phénomène aussi des femmes, tu sais, qui... par mécanisme de protection ou par je ne sais pas quoi, protègent le patriarcat, jouent le jeu des hommes. Mais ce qui est triste dans l'affaire, quand elles vont sortir de l'autre côté, c'est pas comme si les hommes les auront protégées. Ouais. En fait, c'est un faux mécanisme de protection parce qu'à la fin, tu t'es dans la gueule du loup et tu t'en sors pas bien. Mm-hmm. On a des exemples en tête de personnes, je sais. Oui. Et il y a un gif que j'aime bien, que je t'avais envoyé, c'est un mème. C'est un gamin qui essaye de faire top là à plein de sportifs qui passent, puis il y a tous les sportifs qui le snobent. Et c'était écrit genre, toi en tant que meuf, quand tu fais une blague sexiste pour plaire aux mecs, il n'y a aucun des mecs qui te dit bravo. Et du coup, je trouve ça dommage, en fait, ce pseudo-mécanisme de protection où, en tant que femme, tu protèges le patriarcat, tu admets son existence et tu attaques les féministes. Au final, c'est toi qui te fais attaquer aussi. Ah oui, bien sûr. Oh, moi, je ne savais même pas que ça existait, en fait. Mais moi, je trouve ça super. Alors, tu vas venir faire un stage avec moi. Ouais, exactement. On va juste s'asseoir en terrasse de café. C'est marrant, dans un autre podcast, on dit ça. On dit pour voir ce qui se trame et voir les femmes qui ne sortent pas du système et qui n'ouvrent pas les yeux sur le patriarcat. Des fois, il suffit de s'asseoir et de regarder un peu la vie se passer. Ouais, peut-être je n'observe pas suffisamment. Moi, peut-être aussi autre chose à faire, mais... Enfin, t'es pas en déni non plus, donc est-ce que t'as besoin de te faire violence pour aller voir ? Moi, c'est vrai que j'ai des copines qui sont tellement centrées sur la vie famille et puis considèrent que tout ce que leur mec fait sont compréhensibles et normal. Ah du coup, tu t'en connais ? You ? Comment c'était pour toi, cette discussion ? C'est super. J'ai découvert plein de choses. Ouais, comme quoi ? J'ai découvert que ça existe des femmes qui n'aiment pas le féminisme. Ça, alors, c'est une découverte. Ouais, c'est pas très logique. Des gens qui se battent pour notre intérêt, et puis on les trouve pas normales. Je sais pas, c'est un peu bizarre. En tout cas, ça je comprends pas. Il faut que quelqu'un m'explique. C'est quelqu'un qui pense comme ça. Après, quand écouter l'émission, il faut qu'il m'appelle et m'expliquer pourquoi il pense que... c'est pas nécessaire d'avoir des féministes. Une femme qui écoute et qui comprend pas. Exactement. Qui Appelez pensait you. que c'est pas nécessaire d'avoir des gens qui se battent pour l'égalité femmes-hommes. Ça, il faut m'expliquer. J'avoue que ça, je comprends pas. Contactez-nous sur Instagram. Exactement. Et puis, je suis contente que finalement, il y a des choses que je fais qui est valorisant pour vous, qui est intéressant. En tout cas, ça me fait plaisir de partager ça. Et puis, en tout cas, moi, si quelqu'un me dit si t'es féministe ou pas, moi, je dirais oui.
C'est cool. Parce que je vois pas pourquoi une femme peut dire que non. Encore une fois. Voilà. Génial. Bah, moi aussi, merci beaucoup You. J'ai trouvé ça extrêmement rafraîchissant et riche. Le fait que pour toi, défendre ses propres intérêts et être en cohérence avec soi-même, ce soit aussi évident, je trouve ça inspirant, vraiment. De pas s'excuser d'avoir des envies et de les respecter et de se battre pour elles et de ne rien avoir à discuter en fait. C'est mon envie, c'est comme ça et puis je respecte cette envie-là et puis c'est une raison suffisante. Moi, je vais essayer de travailler de ce côté-là pour que ce soit beaucoup plus évident pour moi parce que j'ai été élevée avec des modèles qui me mettaient dans une position où les femmes soignaient, c'était le care comme on dit. Je me rends bien compte que tout ça, j'en ai été imprégnée, bien entendu. Et non pas que je veux plus jamais prendre soin des gens que j'aime, mais j'aimerais me mettre plus au centre de mes préoccupations. C'est déjà en bon chemin, mais ma prochaine étape, c'est l'évidence. Ouais, donc merci pour ça, You, et j'espère que ça inspirera plus d'une d'entre vous. Et pour moi, c'était trop génial au niveau de notre relation, en fait. C'est trop super de découvrir des gens. Le podcast, c'est ça qui a été bénéfique pour moi aussi, c'est de créer une communauté. Et c'est toujours chouette quand tu découvres des personnes en dehors de ta communauté évidente. T'as des amis, tu sais qu'elles sont féministes affichées et tu t'entends bien, mais quand tu sors de ce cercle restreint et tu découvres d'autres personnes comme je l'ai découvert toi, avec qui j'ai eu vraiment des expériences, comme je t'ai dit, réparatrices, ça c'était trop chouette. Pour moi, c'était ma relation avec toi qui était trop chou. Bah, c'est cool. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Merci, You. C'était Les Poissons sans bicyclette, podcast féministe lausannois. La musique est créée par Les Poissons. Les enregistrements sont dans l'appartement des Poissons. Et puis pensez à notre Patreon pour qu'on puisse continuer à être indépendante. Patreon.com/Les Poissons sans bicyclette. Et merci pour votre écoute. Merci d'être toujours plus nombreuses et plus nombreux, on l'espère aussi. À très bientôt. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Bisous, bisous.